Que tu sois débutant ou confirmé, à la fin de cette vidéo, je m'engage à ce que tu aies compris comment fonctionne l'impôt sur la plus-value immobilière des particuliers. Ok, on ne va pas utiliser de jargon compliqué, mais on va voir les sujets les plus importants, c'est-à-dire à qui s'adresse cet impôt sur les plus-values, pourquoi est-ce qu'elle existe, comment est-ce qu'elle est calculée, et également à la fin, on fera une simulation, une petite simulation facile pour encore plus de compréhension. Allez, c'est parti. Bon, alors pour commencer, une définition ultra simple, d'accord? Ce qu'on appelle une plus-value, c'est le gain que vous allez faire entre la vente et l'achat de quelque chose. Donc si vous achetez un bien immobilier, en toute logique, si vous l'achetez 200 000 et que vous le revendez 250 000, vous allez réaliser une plus-value brute de 50 000 euros. Jusqu'ici, ça va, c'est simple. La première chose à retenir finalement, c'est qu'on peut se souhaiter à tous de réaliser une plus-value immobilière. Et je vais même plus loin, on peut se souhaiter à tous de payer une taxation sur les plus-values. Alors, je sais comme ça peut faire mal, mais finalement, c'est de l'impôt sur du gain. Donc à partir du moment où vous faites de la plus-value et vous payez une taxation sur la plus-value, ça veut dire que votre opération a été rentable. Donc ça, c'est quand même la très bonne nouvelle. À qui s'adresse l'impôt sur la plus-value immobilière? Eh bien, à la base, à tout le monde. Aujourd'hui, on va spécifiquement parler de la plus-value des particuliers. On ne parlera pas de la plus-value des professionnels. Ok? Donc, pour les particuliers, normalement, tout le monde peut faire une plus-value immobilière et tout le monde est censé payer un impôt sur les plus-values immobilières. Mais il existe quelques cas d'exonération. À partir du moment où le bien que vous achetez est celui dans lequel vous habitez toute l'année, donc c'est votre résidence principale, vous êtes exonéré de taxation sur les plus-values. Donc si on reprend cet exemple de prix d'achat 200 000, prix de vente 250 000, 50 000 euros brut de plus-value, vous ne payez pas d'impôt dessus. Pour quelle raison l'État a inséré cette exonération? Eh bien, c'est pour favoriser ce qu'on appelle la mobilité. C'est pour que les gens puissent déménager plus facilement, d'accord? Les impôts, ça coûte cher. À chaque fois que vous achetez un bien immobilier, vous passez aussi par la case notaire et par la case droit de mutation. Donc, pareil, je ne rentre pas dans le jargon, mais vous avez entre 7 et 8% de frais de notaire à chaque fois que vous achetez un bien. Donc, si en plus vous deviez être taxé sur la plus-value sur votre résidence principale, ce serait extrêmement lourd pour les particuliers. Donc, l'État a créé cette exonération là, ce qui permet normalement de bouger plus facilement de résidence principale. Attention, tout ça, c'est de la théorie. Pour tout le reste, c'est-à-dire les résidences non principales, secondaires ou locatives, dans ce cas, vous devez payer de l'impôt sur la plus-value immobilière à partir du moment où vous en réalisez. Je distingue aussi bien sûr la plus-value immobilière et la moins-value immobilière parce que vous pouvez aussi acheter un bien 200 000 et le revendre 150 000. Je ne vous le souhaite pas du tout, mais dans ce cas-là, on appelle ça une moins-value et heureusement, il n'y a pas d'impôt sur les moins-values. Ok ? Comment est-ce que la plus-value immobilière des particuliers est calculée? La règle du jeu, c'est plus vous possédez un bien longtemps et moins vous allez payer d'impôts sur les plus-values. Parce que finalement, l'État vous encourage à conserver les biens. Donc, on parle de résidences non principales ici, donc les résidences locatives ou les résidences secondaires. Et donc, plus vous gardez le bien, moins vous payez d'impôts. Ça, c'est fait exprès justement pour éviter ce qu'on appelle les spéculations immobilières, c'est-à-dire de considérer l'immobilier uniquement comme un levier d'enrichissement financier et pas comme des lieux d'habitation. Il y a une règle de calcul que je ne vais pas vous détailler ici, mais véritablement, si vous retenez ce que je vais vous dire, vous aurez compris au moins 80% de ce qui se passe. La taxation sur les plus-values, elle dure 30 ans. Ok ? Vous achetez une résidence secondaire en 2024, il va falloir la conserver jusqu'en 2054 pour ne pas avoir à payer d'impôt sur la plus-value immobilière. Ok ? En réalité, il y a deux taxes, d'accord ? Il y a l'impôt sur la plus-value immobilière qui est de 19% et qui va durer jusqu'à la 22e année de détention de votre bien. Entre la 0 et 22e année, il y a 19% de taxes. Mais plus vous conservez votre bien, plus ces 19% diminuent. Il y a un abattement annuel à partir de la 6e année. Ça veut dire que si vous revendez votre bien au bout de 4 ans ou 5 ans, c'est 19%. Et à chaque fois que vous conservez votre bien année après année, à partir de la 6e année, ces 19% diminuent jusqu'à arriver à 0% à la 22e année. Ok ? Donc ça, c'est l'impôt sur les plus-values, c'est la première taxe. Et la deuxième taxe qu'on voit partout aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle les contributions sociales généralisées, donc CSG, RDS, et elles sont aujourd'hui en France en 2024 à 17,2%. Et cette taxe-là, vous en êtes redevable pendant les 30 années de détention. Donc la 31e année, plus de taxation sur ces 17,2%. Et pareil, il y a un abattement année par année à partir de la 6e année qui va jusqu'à la 30e. Et donc, si vous revendez au bout de 5 ans, vous devez également rendre ces 17,2% sur les 50 000 euros bruts de plus-value dont on parle. Et sinon, année après année, ça baisse. Okay ? Donc, au bout de 22 ans, finalement,
vous n'avez plus à payer ces 19% d'impôt sur les plus-values, mais il vous reste un reliquat d'impôt de cotisation sociale généralisée à payer jusqu'à la 30e année. Ça veut dire que si vous réalisez une plus-value brute de 50 000 € et que vous revendez au bout de 4 ans par exemple, vous devez rendre donc 19% d'impôt sur la plus-value immobilière. 19% de 50 000, ça fait 9 500 €. Et vous rendez également 17,2% de CSG RDS, donc c'est-à-dire 8 600 €. Ça veut dire un total de 18 100 € d'impôt sur les plus-values. Alors là, tout le monde se dit « Ah, mais c'est terrible, c'est pas normal ». Si, déjà, c'est normal, puisqu'en fait, finalement, c'est un impôt sur du gain, et le gain, il est taxé. Et heureusement qu'il est taxé d'ailleurs, parce que s'il n'existait pas du tout d'impôt sur la plus-value immobilière, mais les gens ne feraient que ça. Aujourd'hui, on parle de spéculation immobilière, où il y a des gens qui abusent avec leur prix de vente, etc. Mais ça serait bien pire s'il n'y avait pas d'impôt sur les plus-values. Vous réalisez une plus-value brute de 50 000 € et vous allez rendre 18 100 € d'impôt, et bien ça veut dire qu'il vous reste 31 900 € net dans votre poche au bout de 4 ou 5 années de détention. C'est quand même pas mal, avouez-le. Donc si on résume finalement l'impôt sur la plus-value immobilière des particuliers, on peut dire qu'au total, à la base, avant abattement, c'est 36,2%. Donc 19% d'impôt sur les plus-values, plus 17,2% de cotisation sociale généralisée. Mais c'est pas tout, le petit bonus, il est plutôt rare, mais il arrive, c'est la super taxe sur les plus-values. Je ne rentre pas dans le détail, mais depuis 2013, il est dit que si vous réalisez un gain très important de plus-value, vous avez une surtaxe en plus de ces 36,2%. Cette surtaxe, elle va de plus 2% jusqu'à plus 6%. Mais il faut vraiment réaliser des gros gains, ok ? Alors vous avez remarqué depuis tout à l'heure, je vous parle de plus-value brute dans notre exemple avec ces fameux 50 000 €, mais la réalité c'est que le calcul est plus fin. Vous allez avoir le droit de déduire un certain nombre de charges qui vont vous permettre à ce que ces 50 000 € bruts de plus-value deviennent une plus-value nette plus réduite et donc que la taxation se fasse sur cette fameuse plus-value nette. Autrement dit, et on le verra dans la simulation tout à l'heure, lorsque vous réalisez une plus-value, donc prix d'achat 200 000 et prix de vente 250 000, en réalité dans votre prix d'achat, vous avez bien sûr payer des frais d'acquisition, donc entre 7 et 8% de frais d'acquisition. Et potentiellement, vous avez aussi réalisé des travaux dans votre bien. Et ça, bien sûr, ça va pouvoir être déduit de votre plus-value taxable à la fin. Juste une petite explication concernant l'histoire de cet impôt sur la plus-value immobilière. L'impôt sur la plus-value immobilière a été créé en 1976, ok, donc c'est pas si vieux que ça. Quel était l'état d'esprit du législateur? Quel était l'état d'esprit de Bercy quand ils ont décidé de créer cette taxe? Eh bien l'idée, et je vous le disais aussi tout à l'heure, c'était d'éviter la spéculation immobilière, d'éviter les personnes qui ne font que ça et qui finalement en font une source de revenus principale d'acheter et de revendre. Le métier d'achat-revente existe, notamment on va parler de marchand de biens, mais c'est une profession qui est encadrée par la loi. Là, on parle des particuliers. L'idée derrière ça, c'était d'éviter de créer une bulle immobilière. Alors pourtant, des bulles immobilières, on en a eu, on en a et on en aura encore dans les futures années de toute façon. Ce n'est pas un impôt sur la plus-value immobilière qui va bien sûr empêcher les bulles. C'est bien plus compliqué et bien plus large que ça. Alors bien sûr, ça nous embête tous de payer une taxation sur la plus-value immobilière. Mais en réalité, et comme j'ai toujours dit à mes clients, je vous souhaite de payer de l'impôt sur la plus-value immobilière parce que ça veut dire que c'est un bon problème. Pour terminer, on va faire une petite simulation sur Excel. Vous allez voir, c'est facile, c'est rapide et on va tout comprendre. Alors ici, on se retrouve sur un simulateur Excel d'imposition sur la plus-value immobilière que j'ai réalisé. Il est relativement simple mais précis. Et on va y aller étape par étape, je vous explique tout. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va indiquer ici le prix d'achat hors frais, c'est-à-dire le prix de votre appartement hors frais d'acquisition, hors tout ce que vous voulez, d'accord? Le prix d'achat, c'est 200 000 € dans notre exemple. On passe maintenant aux frais d'acquisition. Donc, je vais renseigner les frais que vous avez payés en passant par la case notaire. Vous êtes obligé de passer chez le notaire. Et vous avez des frais d'acte, des frais pour acheter votre bien, d'accord, qui tournent entre 7 et 8% de manière générale. Pareil, je ne rentre pas dans le détail. Mais donc, soit ici, on peut indiquer un forfait à 7,5%, soit on indique le montant réel des frais d'acquisition que vous avez payés. Donc, 7,5%, c'est ce que je vais choisir. Je vais mettre dans la case oui. Donc ça veut dire que 200 000 € fois 7,5%, ça fait 15 000 € de frais d'acquisition. Ça veut dire que votre bien, vous l'avez payé 215 000 €. Ensuite, je vous disais tout à l'heure, il y a un certain nombre de frais que vous pouvez déduire de votre achat. Donc, soit vous avez réalisé beaucoup de travaux dans votre appartement et vous allez pouvoir déduire les factures de ces travaux pour avoir une imposition plus basse. Attention, là aussi, il y a des subtilités. Pour ceux qui louent leur appartement, on ne peut pas déduire le montant de ces travaux des revenus locatifs générés et également des plus-values. C'est soit l'un, soit l'autre.
Alors dans notre cas, imaginez que vous avez acheté cet appartement de 100 000 euros, vous avez réalisé un certain nombre de travaux, mais vous n'avez plus les factures et vous possédez ce bien depuis plus de 5 ans. C'est très important. En dessous de 5 ans, vous ne pouvez pas justifier de ce qui est indiqué ici. Eh bien, c'est le forfait travaux à 15%. En gros, il y a une tolérance de l'État qui dit que si vous possédez un bien depuis plus de 5 ans, eh bien, on peut estimer que vous avez dépensé 15% de votre prix d'achat en travaux. Ce qui n'est pas forcément le cas, c'est vraiment à l'avantage du particulier ici. Et si vous avez dépensé plus de 15% du prix d'achat en travaux, eh bien j'espère que vous avez conservé les factures et dans ce cas-là, vous ne bénéficiez pas du forfait à 15%, mais par exemple, si vous avez 20, 25 ou 30% d'équivalent en prix d'achat travaux, eh bien autant mettre ces véritables factures. Ici, on va partir sur le forfait à 15%. Donc 15% de 200 000 euros, c'est facile, c'est 30 000 euros. Donc déjà, on indique qu'on possède ce bien depuis plus de 5 ans. C'est très important, sinon on n'a pas droit au forfait. Donc je mets oui. Et le forfait, donc choix du forfait à 15%, oui. Et là, automatiquement, ça me rajoute 30 000 euros de frais travaux hypothétiques. Je ne les ai pas forcément réalisés, mais à nouveau, c'est un droit que vous avez. Donc le prix d'achat réel, c'est 245 000 euros. Et c'est pour ça que quand on revient à notre plus-value brute de tout à l'heure, si on a revendu, regardez ici, prix de revente estimé hors honoraire de vente, c'est-à-dire hors frais d'agence, vous le revendez 250 000 euros, eh bien la réalité c'est que vous avez réalisé une plus-value brute de 50 000 euros, mais une plus-value nette après déduction des charges de seulement 5 000 euros. Donc on va mettre ici une revente après 5 années de détention. Si vous avez suivi après 5 années de détention, vous n'avez aucun abattement, donc vous payez plein pot votre impôt sur la plus-value. Voilà, je mets 5 ans. Et donc, on a le détail des taxes et des abattements. Donc, aucun abattement sur la plus-value, aucun abattement sur les cotisations sociales généralisées et bien sûr, aucune super taxe sur les plus-values, les fameuses super taxes de 2 à 6% dont je vous parlais tout à l'heure. Ça veut dire que votre taxation sur la plus-value, c'est 950 euros et pour la CSG-RDS, 860 euros. Donc, une taxe totale de 1810 euros. On va estimer que votre gain net, c'est 3190 euros. C'est-à-dire, sur les 5000 euros de plus-value nette, vous en rendez 1810 euros. Donc, il vous reste 3190 euros net dans votre poche. Ça, c'est la manière dont réaliser le calcul. Potentiellement, bien sûr que vous avez payé ces frais d'acquisition à 15 000 euros. Ça, vous n'y échappez pas. Mais les frais travaux, si vous n'avez pas fait de travaux dans votre appartement, vous pouvez quand même justifier de ce forfait théorique. Donc, potentiellement, votre bien vous a coûté seulement 215 000 euros. Si dans cet appartement, vous avez fait quelques travaux, imaginons vous avez mis une petite cuisine ou vous avez fait des travaux de rafraîchissement et que ça vous a coûté, imaginons, 5 000 euros. Donc 200 000 euros plus 15 000 euros de frais d'acquisition plus 5 000 euros de travaux. Vous avez plus de 5 ans de détention de votre appartement, donc vous pouvez le revendre 250 000 euros et opter pour ce forfait de 15% de travaux. Vous revendez 250 000 et ça vous a coûté en réalité 220 000 euros. Donc votre plus-value, c'est plutôt 30 000 euros, moins les 1810 euros, vous avez quand même gagné plus de 28 000 euros net en 5 ans, ce qui est beaucoup. Pour terminer, je vais prendre le cas dans lequel vous revendez votre bien 300 000 euros, parce que c'est arrivé aussi ces dernières années. Regardez ici, je mets 300 000 euros dans la case de revente. Alors effectivement, la plus-value sera importante, la taxation sur les plus-values sera importante également. Vous le voyez ici, taxe sur la plus-value 10 450 euros, plus 9 460 euros de CSG-RDS, donc une taxe de 20 760 euros. Je rappelle, vous n'avez pas d'abattement parce que vous possédez votre bien depuis tout juste 5 ans, mais vous réalisez une plus-value brute de 100 000 euros, une plus-value nette selon les calculs autorisés de 55 000 euros, donc un gain net en bas de 34 240 euros. Et pareil, je ne refais pas le calcul, mais potentiellement vous n'avez pas réalisé tous ces travaux, peut-être que oui, peut-être que non, mais au minimum ce sera 34 240 euros net de plus-value, ou plus si vous n'avez pas réellement réalisé plus de 30 000 euros de travaux dans cet appartement. Ce que vous voyez en bas ici, le gain net en pourcentage, ça veut dire que vous réalisez plus 14% de gain net sur votre achat en 5 ans. C'est compliqué de trouver ça sur un placement financier. Et ici, on ne parle que d'impôt sur les plus-values immobilières. On ne parle pas de rentabilité locative, etc. sur votre bien. C'est uniquement la plus-value. Donc c'est quand même positif. Et ce petit graphique à côté, c'est simplement pour illustrer le fait que plus le temps passe, plus vos gains augmentent et plus la taxation sur la plus-value baisse. C'est comme ça. On prend un dernier exemple. On achète 200 000, on revend 300 000, mais cette fois-ci après 15 années de détention.
Voilà. Donc, on a des abattements sur la plus-value, on a des abattements sur la CSG-RDS, et dans ce cas, on va rendre 12 000 euros de taxe totale, soit un gain net de 42 921 euros, soit 18%. C'est pareil, c'est positif. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, c'est toujours pénible de payer des taxes, mais ça reste ici, dans notre exemple, un bon problème. Voilà pour ces simples simulations. Si vous avez des suggestions concernant cette vidéo, des questions, des commentaires à faire, surtout faites-les, j'y répondrai avec grand plaisir. Je terminerai cette vidéo sur un questionnement. La loi de finances 2023 avait proposé initialement de changer la taxation sur la plus-value des particuliers en proposant une plus-value inversée, c'est-à-dire que plus vous détenez le bien longtemps et plus vous payez de plus-value. Donc c'est le total inverse de ce qu'on a vu aujourd'hui. L'idée derrière ça, c'est finalement de fluidifier le marché. Ils se disent, eh bien, plus les gens revendent vite, moins ils paieront d'impôts sur les plus-values et plus il y aura de biens disponibles sur le marché. Cette proposition de loi n'a pas vu le jour, mais vous pouvez me dire ce que vous en pensez. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao.